J'étais assise dans mon bureau à domicile quand la notification a retenti. Conversation de groupe familial. Le message de Chloé est apparu avec 3 émojis de célébration. On achète enfin la villa de Marion lors de la vente aux enchères judiciaires. La banque l'a mise à 400 000 €. Elle vaut au moins 2,8 millions. On la fait expertiser la semaine prochaine. On pourra la revendre ou la garder comme maison de vacances familiale. La réponse de papa est arrivée en moins de 90 secondes. Je t'ai fait un virement de 200 000 €. Ta mère et moi, on est partants. Maman a ajouté, il était temps que cette maison serve à quelque chose. Mon frère, Théo, est-ce que je peux participer? J'ai 50 000 € à investir. Chloé, c'est seulement pour la famille proche. J'ai déjà la compte de prêt. La vente est jeudi. Je fixais mon téléphone. La villa en bord de mer. Celle que j'avais achetée en 2019. Celle dont je remboursais scrupuleusement le crédit immobilier depuis 6 ans. Celle qui n'était pas, et n'avait jamais été, en saisie immobilière. Je n'ai pas répondu à la conversation. J'ai ouvert mon application bancaire à la place. Le solde de mon prêt immobilier affichait 0 €. J'avais effectué le dernier versement 3 semaines plus tôt. Un remboursement anticipé de 1,2 million d'euros. La maison m'appartenait, entièrement et sans aucune dette. Mon téléphone a vibré. Message privé de Chloé. Ne t'inquiète pas pour la maison. Je sais que tu as des difficultés. Comme ça, elle reste dans la famille. Tu pourras même venir de temps en temps, si tu demandes gentiment. Des difficultés. Encore ce mot, celui qu'ils utilisaient depuis 6 ans pour décrire ma vie. Le mot qui leur permettait de dormir sur leurs 2 oreilles tout en ignorant chacune de mes réussites. Depuis 6 ans, ma famille racontait ma vie comme une tragédie. La villa était mon erreur impulsive. Le crédit immobilier était mon encre de dette. Ma carrière de consultante en conservation marine était ma crise de la quarantaine. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce travail de consultante me rapportait 240 000 € par an. La villa était mon bureau, ma station de recherche et ma maison. Le prêt avait été tout à fait gérable. Le remboursement anticipé avait été stratégique. Je me suis assise à mon bureau et j'ai créé un document. Pas pour eux, pour moi. Je l'ai intitulé « Le grand livre des comptes invisibles ». Des années de silence. Un prix régional de la conservation en 2021. La famille ne l'a pas mentionné. Coût, la validation. Irrécupérable. Parution dans un article de National Geographic en 2022. Maman a dit, c'est bien, et a changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture de Chloé en moins de 40 secondes. Coût, la fierté de mon travail. Jamais reconnu. Remboursement anticipé d'un prêt de 1,2 million d'euros en 2024. Je ne leur ai rien dit, car chaque succès financier était redéfini comme de la chance ou de l'irresponsabilité. Coût, la joie du partage, perdue à jamais. Publication d'un article de recherche sur la préservation de l'écosystème côtier en 2023. 12 mois de travail. Papa a demandé si ça payait. Quand j'ai dit non, il a répondu que c'était une perte de temps. Coût, la reconnaissance intellectuelle. Rejeté. Le vol de temps. Chaque repas de famille. Des questions sur quand j'allais trouver un vrai travail. Pendant ce temps, le poste de conseillère clientèle de Chloé à la banque était qualifié de « carrière stable ». Coût, 4 heures par mois x 72 mois, soit 288 heures de dignité bafouée. 3 repas de Noël à expliquer mon travail pour seulement entendre « ça a l'air compliqué », avant qu'on ne change de sujet. Coût, le respect professionnel. Jamais accordé. Noël 2022, j'ai apporté des photos de mon bateau de recherche. Chloé a montré les photos de sa Peugeot 308. Sa voiture a eu droit à 40 minutes de discussion. La mienne a eu droit à « ce n'est pas très pratique ». Coût, l'égalité de traitement. L'érosion de la confiance. Chloé a acheté une voiture à 40 000 €. 2 heures de célébration familiale. Papa l'a qualifiée de « financièrement brillante ». J'ai acheté un bateau de recherche pour 85 000 €.
qualifié de « dépenses inutiles » et de « frime ». Coût, l'estime de soi. Ma sœur a obtenu une promotion au poste de conseillère senior. Dîner de célébration en famille, gâteau, champagne. J'ai décroché un contrat de conseil de 720 000 € sur 3 ans. Je leur ai annoncé au dîner. Maman a dit, fais attention avec les contrats. Aucune célébration. Coût, la fierté familiale pour ma réussite. La comptabilité émotionnelle. Des années d'appels qui tombaient sur ma messagerie quand j'appelais, mais des réponses immédiates quand Chloé appelait. Coût, la priorité. Jamais reçu. Mon anniversaire oublié 3 fois en 6 ans. Celui de Chloé, jamais oublié. Coût, compté autant que les autres. Le tableur s'est allongé jusqu'à 52 lignes. Chaque célébration qu'ils m'avaient refusée. Chaque réussite qu'ils avaient minimisée. Chaque succès qu'ils avaient réécrit en échec. J'ai pensé au concept psychologique que j'avais appris en thérapie, le biais des coûts irrécupérables. J'avais continué à investir dans les relations familiales, convaincu que le jackpot de l'acceptation finirait par tomber. Mais les machines à sous ne paient pas parce que vous les avez nourries assez longtemps. Elles paient au hasard, ou jamais. C'était le moment fondateur de mon histoire. Pas quand j'ai acheté la villa, pas quand j'ai changé de carrière, mais ce moment précis. Debout dans ma cuisine, l'air salin entrant par les fenêtres, regardant une conversation de groupe où ils célébraient le vol de ma maison. Quelque chose s'est cristallisé. La famille, ce ne sont pas ceux avec qui on partage le même sang. Ce sont ceux qui sont là quand le sang ne suffit plus. Ils n'ont jamais été là. Jeudi matin, 9h47. Chloé a posté dans le groupe familial, « Je suis à la vente aux enchères, la villa est à moi dans 20 minutes. » Je sens déjà le goût des mojitos sur cette terrasse. J'étais en réunion avec un client, discutant d'un projet de restauration côtière à 180 000 €, quand mon téléphone a commencé à sonner. Numéro inconnu. J'ai laissé basculer sur la messagerie. Deuxième appel, même numéro. Troisième appel. Je me suis excusée et j'ai répondu. Marion Lefebvre à l'appareil. Ici Robert Fournier, vice-président senior au Crédit Maritime. Je m'excuse pour cet appel urgent, mais nous avons une situation. Une femme nommée Chloé Lefebvre vient de contacter notre service des saisies immobilières, prétendant vous représenter pour l'achat d'une propriété au 847 allée de l'Océan. Votre propriété. Ma propriété ? Ces mots semblaient si solides. Cette propriété n'est pas en saisie, ai-je dit calmement. Correct. Vous avez remboursé l'intégralité du solde du prêt il y a 3 semaines. Un règlement anticipé de 1,2 million d'euros. L'une de nos transactions les plus fluides cette année. Mais mademoiselle Chloé Lefebvre est en ce moment même au tribunal judiciaire avec un chèque de banque de 400 000 €, affirmant qu'elle l'achète aux enchères. Elle a fourni des documents montrant qu'elle est votre sœur. C'est ma sœur. Elle ne me représente pas. Elle n'a pas ma permission et je n'ai autorisé aucune vente. Silence au bout du fil. Puis, mademoiselle Lefebvre, je dois vous demander directement. Votre sœur essaie-t-elle d'acquérir frauduleusement votre bien ? La question flottait dans l'air. C'était le moment, la ligne claire et nette entre la loyauté familiale et la réalité juridique. Oui, ai-je dit. C'est exactement ce qu'elle essaie de faire. Je mets notre service juridique en conférence. Veuillez rester en ligne. L'enquête s'est déroulée avec la précision méthodique d'une machine institutionnelle. Étape 1, examen des documents, 47 minutes. La banque a sorti tous les dossiers. Les documents d'origine du prêt de 2019. Tous signés par moi. L'historique des paiements, 72 mois consécutifs. Jamais en retard, jamais manqué. L'autorisation de remboursement anticipé. Ma signature, mon compte, mon code de vérification. Le titre de propriété actuel, Marion Lefebvre, unique propriétaire, aucune hypothèque. La réclamation de Chloé, 0 document à l'appui, à l'exception d'un faux avis de saisie qu'elle avait créé à l'aide d'un modèle téléchargé sur un site de formulaire juridique. Étape 2, alerte à la fraude émise, 12 minutes. Le Crédit Maritime a contacté le tribunal judiciaire.
Vente aux enchères interrompue. Le chèque de banque de Chloé gelé. Toutes les parties notifiées. Pas de vente, pas de transfert. Enquête en cours. Étape 3, notification à la famille, 22 minutes. Robert Fournier a appelé Chloé directement. Je lui ai demandé de mettre le haut-parleur. Mademoiselle Chloé Lefebvre. Ici Robert Fournier du Crédit Maritime. La propriété au 847 allée de l'Océan n'est pas en saisie. Elle est la pleine propriété de Madame Marion Lefebvre. Votre tentative de l'acquérir constitue une tentative d'escroquerie. La loi nous oblige à le signaler aux autorités locales. Sa voix est parvenue, tremblante, mais l'annonce. J'ai vu l'annonce de saisie en ligne. Il n'y a aucune annonce de saisie. La propriété n'est pas à vendre. Avez-vous créé de faux documents? Silence. Puis, je dois appeler mon avocat. Ce serait plus prudent. Sachez également que nous avons gelé le chèque de banque de 400 000 € en attendant l'enquête. La contribution de 200 000 € de votre père est incluse dans ce gel. L'appel s'est terminé. La conversation de groupe familial a explosé 30 secondes plus tard. Chloé, Marion, tu as dit à la banque que j'essayais de voler ta maison? Papa, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? La banque a gelé mes 200 000 €. Théo, attendez. La maison n'est pas en saisie? Maman, Marion, appelle Chloé tout de suite et arrange ça. Chloé, la maison était abandonnée. Tu n'y vas jamais. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai enregistrée dans un dossier nommé « Preuve ». Puis j'ai tapé une seule réponse. J'y habite. C'est mon bureau à domicile. J'ai remboursé le prêt de 1,2 million € il y a 3 semaines. La maison est à moi, sans aucune dette. Chloé a tenté d'acquérir frauduleusement ma propriété. La banque enquête. Je n'ai rien autorisé de tout cela. J'ai quitté la conversation de groupe. Mon téléphone a sonné immédiatement. Papa. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé sonner. 6 appels d'affilée. J'ai éteint mon téléphone. Étape 4, enquête pénale ouverte. 2 semaines. La brigade financière du département a pris l'affaire. L'inspectrice Sarah Martin a examiné les preuves. Le faux avis de saisie de Chloé, son chèque de banque, le virement de papa, les messages du groupe de discussion. C'est assez clair, m'a dit l'inspectrice Martin au téléphone. Elle a créé de faux documents pour acheter un bien qu'elle savait ne pas lui appartenir. L'implication de votre père complique les choses. Il a fourni un soutien financier matériel à la fraude. Techniquement, il est complice. Y aura-t-il des poursuites? Le procureur de la République examine le dossier. Au minimum, votre sœur sera poursuivie pour tentative d'escroquerie immobilière et faux et usage de faux. Votre père pourrait être poursuivi pour complicité si nous pouvons prouver qu'il savait que la propriété n'était pas réellement en saisie. Le groupe de discussion montre qu'il a viré l'argent moins de 90 secondes après son annonce, ai-je dit. Aucune vérification, aucune diligence, juste un soutien financier immédiat. Cela renforce notre dossier. Étape 5, collecte de preuves. 3 semaines. L'équipe d'informatique légale de la banque a obtenu l'historique de navigation de Chloé avec un mandat. Les recherches racontaient toute l'histoire. Comment acheter un bien saisi aux enchères? Les membres de la famille peuvent-ils acheter des maisons saisies? Modèle d'avis de saisie à télécharger. Que se passe-t-il si le propriétaire conteste la vente sur saisie? Sanctions pour achat frauduleux de propriété France. La dernière recherche datait de 2 jours avant la tentative d'enchère. Peut-on aller en prison pour de faux documents de saisie? Elle savait. Elle a fait des recherches. Elle a continué malgré tout. Étape 6, recouvrement des avoirs. 4 semaines. Les 400 000 € gelés sont devenus un nœud juridique. Les 200 000 € de Chloé provenaient de ses économies et d'un prêt sur la valeur de son appartement. Les 200 000 € de papa provenaient de leur compte épargne retraite. La tentative de virement de 50 000 € de Théo n'a jamais été finalisée. Chloé a engagé un avocat. Sa défense,
elle croyait sincèrement que la propriété était abandonnée et en saisie. Elle avait vu une annonce en ligne. Elle voulait aider la famille. La réponse du procureur a été chirurgicale. Présenter l'annonce. Elle ne le pouvait pas, car elle n'avait jamais existé. Étape 7, mise en examen formel. 5 semaines. Chloé Lefebvre a été mise en examen pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, et production de faux documents. Papa a été mis en examen pour complicité d'escroquerie. Le groupe de discussion familiale, celui que j'avais quitté, a explosé, selon Théo, qui m'a appelé en pleurant. Maman, c'est ridicule. Chloé a fait une erreur. Chloé, Marion est en train de détruire notre famille pour une maison. Papa, je fais face à des accusations criminelles parce que ma fille est rancunière. Théo, peut-être qu'on aurait dû demander si la maison était vraiment en saisie. Théo m'a transféré les captures d'écran. Ils disent que tu es la méchante, a-t-il dit doucement. Mais Marion, tu as acheté une maison à 2,8 millions d'euros et tu l'as remboursée en avance. Tu as réussi tout ce temps et on t'a traité comme si tu étais en échec. Oui, ai-je dit simplement. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je veux bien croire que tu veuilles faire mieux, ai-je dit prudemment. Reste à voir si tu le feras vraiment. Étape 8, négociation de peine. 8 semaines. L'avocat de Chloé a négocié. Plaidoyer de culpabilité pour tentative d'escroquerie. 5 ans de sursis avec mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, restitution pour couvrir les frais de justice, casier judiciaire. Pas de prison ferme. Les charges contre papa ont été abandonnées en échange de son témoignage et de sa coopération. Il a dû reconnaître dans les documents judiciaires qu'il avait fourni 200 000 euros sans vérifier le statut de la propriété. Son argent lui a été rendu, moins les frais de justice. Il a perdu 47 000 euros. Étape 9, conséquences professionnelles. 12 semaines. Chloé travaillait comme conseillère clientèle. Passé composé. Son employeur l'a licenciée le jour de sa mise en examen. Une employée de banque condamnée pour escroquerie est inemployable dans les services financiers. Elle suivait des cours d'immobilier en ligne. Sa condamnation rendait l'obtention d'une licence impossible. Aucun organisme n'accorde de carte professionnelle immobilière à des personnes condamnées pour fraude immobilière. Étape 10, retombées sociales. En cours. L'affaire est devenue publique. Les journaux locaux s'en sont emparés. Une femme tente d'acheter frauduleusement la villa à 2,8 millions de sa sœur sur la Côte d'Azur. Papa s'était vanté de l'opportunité d'investissement familial avant que la fraude ne soit exposée. Il avait dit à ses amis du club de golf qu'ils achetaient une propriété saisie pour 400 000 euros qui en valait 2,8 millions. Maintenant, tout le monde savait qu'il avait essayé de profiter de la prétendue saisie de sa fille. Les invitations se sont arrêtées. Les partenaires de golf ont trouvé d'autres quatrièmes joueurs. Maman m'a envoyé un seul texto. Tu aurais pu régler ça en privé. J'ai bloqué son numéro. Le grand livre des contes invisibles m'a appris quelque chose sur la vengeance. La vengeance, ce n'est pas la rage. C'est la patience aiguisée en stratégie. C'est laisser les gens se révéler complètement avant de révéler ce que l'on sait. Chloé n'a pas seulement essayé d'acheter ma maison. Elle a essayé de profiter de ce qu'elle croyait être mon échec. Elle l'a célébré. Elle a invité la famille à célébrer avec elle. Elle a transformé ma prétendue saisie en une opportunité d'investissement familial. Et papa a viré 200 000 euros en moins de 90 secondes. Pas pour m'aider, moi, mais pour aider Chloé à profiter de ma chute supposée. La rapidité de ce virement m'a tout dit. Pas un appel pour prendre de mes nouvelles. Pas une question pour savoir si j'avais besoin d'aide. Juste une participation financière immédiate à ce qu'ils croyaient être ma ruine. C'est ce que documentait le grand livre. Pas seulement les réussites qu'ils ignoraient, mais le schéma sous-jacent. Ils avaient besoin que j'échoue pour que leur vie ordinaire puisse leur paraître des réussites par comparaison. Quand j'ai remboursé un prêt de 1,2 million d'euros en avance, il n'y a pas eu de célébration parce que cela brisait leur récit. J'étais censé me noyer dans les dettes, pas prospérer. J'étais censé avoir besoin d'être sauvé,
pas être complètement indépendante financièrement. La tentative de fraude de Chloé n'était que la version la plus bruyante de ce qu'il faisait discrètement depuis 6 ans, essayer de prendre ce qui était à moi et prétendre que cela les rendait généreux. 2 ans plus tard, la villa est toujours ma maison. La terrasse où Chloé imaginait boire des mojitos est l'endroit où je bois mon café au lever du soleil, en examinant des données satellites pour des projets de conservation marine. J'ai reçu une lettre de la Fondation nationale pour la conservation marine. Ils ont créé une bourse de recherche à mon nom, 100 000 € par an pour les chercheurs émergents. Le communiqué de presse mentionne ma villa comme un modèle d'intégration entre espaces de vie et de recherche. Je n'ai rien dit à ma famille. Je ne leur dis plus rien. Papa m'a envoyé un email. Tu n'étais pas obligé de porter plainte. Nous sommes une famille. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai pensé. À toutes les façons dont le mot « famille » était censé signifier un soutien inconditionnel, mais qui ne s'appliquait que lorsqu'ils avaient besoin de grâce, jamais quand on leur demandait d'en donner. Robert Fournier du Crédit Maritime m'envoie encore des emails de temps en temps. Cette propriété était un bon investissement, a-t-il écrit. À plus d'un titre. Théo appelle parfois. Nous parlons avec prudence. Il suit une thérapie. Il se pose des questions. Il m'a demandé un jour, comment as-tu su qu'il fallait tout garder, tout documenter? Je ne le savais pas, lui ai-je répondu. J'ai juste arrêté de croire à leur version de ma vie. Le grand livre des contes invisibles est dans un dossier sur mon bureau. 52 lignes de vol qui n'ont laissé aucune preuve physique, mais je ne l'ouvre plus. Je n'ai plus besoin de compter ce qui m'a été pris. Je suis trop occupé à documenter ce que j'ai construit. Le compte est soldé. Le solde est à 0 et je suis enfin, complètement, définitivement libre.